Dans cette présentation, nous allons nous intéresser à une actualité que vous avez dû voir passer, l'annonce par la chaîne Jacob de la fermeture de ses 92 magasins et la mise à pied de ses 1000 employés. Euh, Vous allez le voir, les problèmes auxquels fait face Jacob ne sont pas uniques. Vous l'avez peut-être vu, mais les ailes de la mode ont aussi annoncé leur fermeture. Staples aux États-Unis a annoncé la fermeture de 225 magasins, et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. McKinsey euh, signalait que 6 des plus grands détaillants américains des années 90 ne se retrouveraient plus aujourd'hui dans le top 10 des détaillants en 2014. Le secteur de la distribution, c'est un secteur hyper concurrentiel dans lequel les avantages concurrentiels ne sont pas durables. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi certaines chaînes réussissent alors que Jacob échoue. Et pour ce faire, on va utiliser des outils qu'on a vus en cours. Premier outil à mobiliser, les 5 forces de la concurrence. Pourquoi? Pour essayer de comprendre quelle est la dynamique concurrentielle du secteur. Si on s'intéresse d'abord aux clients dans le domaine de la client en fait de la distribution de vêtements, il y a plusieurs caractéristiques clés qui changent radicalement la dynamique concurrentielle du secteur. 1. Les clients sont de plus en plus des cyberconsommateurs. Ils achètent de plus en plus en ligne, on le voit, les chiffres de vente en ligne progressent. Et si ils ne font pas qu'acheter, ils se renseignent, ils comparent les prix et ils vont pour cette raison-là aller chercher là où le prix et le rapport qualité-prix est le meilleur. Dans un contexte post-crise dans lequel les gens ont moins d'argent, la sensibilité au rapport qualité-prix a augmenté. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas acheter de la qualité, ça veut dire qu'ils vont être de plus en plus sensibles au rapport qualité-prix et à la comparaison des propositions de valeur des différents concurrents. De manière générale, ils dépensent moins en vêtements. Et donc, le revenu disponible en vêtements est moins élevé. Et ils mettent en place des stratégies alternatives face à la consommation du type vêtements de seconde main, faire durer plus les vêtements, fabriquer des vêtements eux-mêmes ou adapter des vêtements eux-mêmes à la maison, etc., etc. Le do-it-yourself, en fait. Donc on voit bien qu'il y a dans ce contexte-là de sensibilité au prix, post-crise, de sensibilité au développement durable, il y a des comportements de consommation fondamentaux qui changent et qui mettent en difficulté les distributeurs. Et puis dernière chose, évidemment, l'évolution des goûts vestimentaires. Les modes passent et dans le secteur du vêtement, la capacité à suivre la mode est un facteur clé de succès et c'est absolument pas évident d'être capable de suivre les modes qui se succèdent à un rythme de plus en plus rapide. Deuxième type d'acteurs extrêmement important, les nouveaux entrants. Il y a énormément de chaînes étrangères qui s'intéressent au Canada. Parce que, en particulier des chaînes américaines, des chaînes européennes, parce que l'économie du Canada, vue de l'extérieur, est bonne. Et donc on se dit, dans un contexte mondial difficile, que c'est un des marchés, avec les marchés asiatiques, les marchés émergents, dans lequel il y a de l'argent à faire. Donc il y a des chaînes étrangères qui viennent s'installer au Canada. Pensez à Target, mais vous pourriez penser à Zara, vous pouvez penser à H&M, à tous ces acteurs-là. Et puis dans les nouveaux entrants, il y a aussi toute une série de marques très spécialisées qui sont sur des créneaux, sur des niches, euh, qui sont liées à des comportements de consommation, que ce soit, je sais pas quoi, la mode pour les gens qui font du skate ou la mode pour les gothiques ou peu importe quoi. Bref, le marché se fragmente et il y a des niches à forte valeur ajoutée qui sont captées par des marques très spécialisées qui nourrissent dans ces niches-là des relations très privilégiées avec les consommateurs. Et pour un généraliste du type Jacob, il est difficile d'être attractif sur ces niches-là. Troisième type d'acteurs intéressants à regarder, toutes les entreprises qui constituent des substituts. Donc j'en ai déjà parlé, ils existent parce que les comportements des clients évoluent. Donc c'est tous les sites de vente en ligne, tous les Kijiji de ce monde, les ventes de seconde main, les ventes de garage, enfin, tous ces endroits-là où on peut acheter des vêtements. Et je rajouterai la tendance do it yourself qui est que les gens se mettent à fabriquer chez eux, à bricoler chez eux ce qu'ils consomment, ou une partie de ce qu'ils consomment en tout cas.
Et dernier point, les fournisseurs. C'est un secteur dans lequel, au cours des 20 dernières années, la chaîne de valeur a radicalement été transformée grâce aux technologies, et puis tout ça pour atteindre des objectifs stratégiques nouveaux. Et l'arbitrage entre coût, délai, qualité, image, qui était très longtemps porté sur le coût, il a changé. Et aujourd'hui, des marques comme Zara, par exemple, ou H&M travaillent énormément la dynamique des délais pour pouvoir offrir à très grande vitesse des nouveautés. Donc les nouveautés se succèdent en permanence. Avant, c'était un secteur dans lequel il y avait 2, voire 4 collections par an. Aujourd'hui, une entreprise comme Zara, toutes les 2 ou 3 semaines, elle change son inventaire pour maintenir toujours de la nouveauté puis attirer les clients. Et comment elle réussit ça? Elle réussit ça parce que la structure qu'elle a avec ses fournisseurs est particulière. Dans le cas de Zara, elle est complètement internalisée, mais dans le cas de H&M, par exemple, la relation d'H&M avec ses fournisseurs est top-notch au niveau des relations informatiques, au niveau des positionnements géographiques, ce qui permet de livrer très très rapidement des nouveaux produits. Alors quand je représente dans l'hexagone l'ère du secteur, euh, j'ai mis que les clients c'était du 5 sur 5 en termes de pouvoir de négociation, les nouveaux entrants peut-être du 4 sur 5, les substituts du 4,5, l'intensité concurrentielle entre les concurrents du secteur est aussi extrêmement intense, il y a un peu moins de pression au niveau des fournisseurs et encore moins au niveau de l'État. Donc vous voyez que c'est quand même une surface qui est vaste, ce qui veut dire que la capacité à créer de la valeur dans ce secteur-là est limitée. C'est un secteur extrêmement concurrentiel dans lequel tout le monde met de la pression. Donc si vous êtes un acteur, il va falloir vous battre, il va falloir être très pertinent au niveau de votre proposition de valeur, au niveau de vos ressources, au niveau de la mise en œuvre des ressources, pour être capable de générer de la rentabilité sur les capitaux que vous allez engager. Pour approfondir la dynamique concurrentielle entre les différentes entreprises qui sont sur ce marché-là, on va utiliser les groupes stratégiques, donc la cartographie des groupes stratégiques. Je vous ai mis là une série de marques. C'est évidemment incomplet, hein, ça illustre un certain nombre à mon avis, de catégories. Au niveau des chiffres, vous voyez que j'ai pas mis de chiffres sur les axes parce que j'ai pas fait la recherche fine pour savoir exactement quel était le positionnement prix, puis la taille de chacune de ces entreprises-là. Donc c'est possible que mon graphique soit pas tout à fait juste, mais ça vous donne une idée de comment on peut utiliser ces outils-là. Donc j'ai utilisé deux axes, un axe positionnement prix et un axe volume d'activité, qui sont dans le domaine de la distribution deux éléments extrêmement importants dans la constitution des avantages concurrentiels. J'aurais pu en prendre d'autres, par exemple l'image de marque, le nombre de pays dans lesquels l'entreprise est présente, etc. etc. Alors, je vais m'intéresser d'abord à faire le tour de ces différents groupes. Il y a un premier groupe que j'ai appelé les massifs, dans lesquels on voit Costco, Target, Walmart, qui sont des géants américains qui sont absolument donc très très gros et qui ont des positionnements prix médium ou bas. Dans le même genre de grosse taille, mais avec des positionnements prix un peu supérieurs, vous avez Zara, H&M, Gap. Ce que j'ai appelé des chaînes de fast fashion. Le terme de fast fashion illustre bien ces chaînes de valeur qui sont organisées pour produire de la nouveauté en permanence et donc réduire le cycle entre la conception des nouveaux produits et leur mise en marché. Troisième type de groupe, les groupes historiques dans lesquels on retrouverait peut-être Sears, Labé, toutes ces entreprises-là, qui sont des entreprises un peu vieillissantes, mais qui ont un marché souvent lui aussi vieillissant, qui ont du mal à se renouveler. Il y a ensuite toute une série de chaînes moyennes qui n'ont évidemment pas les effets de taille de Zara, de Gap, de Costco, de Walmart, et donc ont plus de mal à préserver leur marge, mais qui génèrent quand même, du fait de leur, qui ont quand même un volume qui leur permet d'avoir un certain nombre d'avantages. On va retrouver le Château, Smart Set, Simons, donc là aussi des entreprises qui ont plusieurs magasins. Ensuite, vous avez des chaînes ciblées, je les ai nommées Aritzia, Garage, Dynamite, dont Jacob fait partie, qui sont des chaînes aussi où il y a donc plusieurs magasins, mais
qui visent des marchés plutôt étroits, alors que le château Smart 7, Simon, c'est plutôt des cibles assez larges. Là, on est dans des cibles un peu plus étroites euh, et qui, dans la façon d'interagir avec le client, ont mis en place des façons de faire très différentes. Donc Aritzia, on le reverra, c'est plutôt du haut de gamme, on le reverra dans un des cas dans le cours, mais pensez à Garage ou Dynamite, allez voir les sites de ces entreprises-là et vous verrez la façon dont elles interagissent avec leurs clients. Allez sur la page Facebook en particulier, c'est assez frappant. En haut, positionnement prix élevé, là aussi des chaînes et du volume, euh, des boutiques de marque, donc qui sont des boutiques qui appartiennent, enfin, qui vendent des produits de marque, Boss, Ralph Lauren, on pourrait en citer beaucoup, et qui, elles, s'appuient sur l'image de marque de l'entreprise qu'elles vendent. Vous avez ensuite toute une série de boutiques qui sont soit à un magasin ou un ou deux magasins, très peu de magasins, dans laquelle on va retrouver, pensez à Auclan, Séraphin, des entreprises de ce type-là, où on va avoir un assemblage d'offres qui est destiné souvent à des marchés plutôt ciblés, avec des acheteurs dans les boutiques qui connaissent très très bien le goût de leurs clients et qui vont donc bâtir une offre qui répond à ces goûts-là. Et dans une relation très personnalisée avec le client, de conseil et puis de service, de réservation, de vêtements, de commandes, enfin de toutes sortes de choses qui font que la relation de ces entreprises-là avec le client est très riche. Et puis tout en haut, vous avez des designers, où là, j'ai pris Marie Doulet ou Denis Gagnon, qui vivent de l'image de marque du designer et d'un positionnement un peu décalé en termes de produits sur ce marché-là. Bien. Dans chacun de ces groupes-là, il faut bien comprendre comment chacun des groupes bâtit son avantage concurrentiel. Quand on est dans le groupe des massifs, il est évident que le volume donne un avantage, une domination par les coûts qui permet de baisser les prix tout en préservant les marges. Quand on est chez Zara, H&M, Gap, on est dans un système où la logistique et le modèle d'affaires permet d'être extrêmement efficace, d'où le terme de fast fashion. Quand on est une boutique de marque, on s'appuie sur le marketing, sur l'image de marque de la marque. Quand on est dans les chaînes ciblées, ce qui va devenir extrêmement... Bon, quand on est dans les boutiques, on est dans la personnalisation, dans la relation proche avec le client. Quand on est chez les designers, on est on est sur des niches très très précises, là, et puis on est sur le décalage de l'offre. Jacob fait partie des chaînes ciblées. Donc si on veut comprendre pourquoi Jacob a échoué, il faut s'intéresser à comment dans ce groupe-là, le groupe des chaînes ciblées, les concurrents ont réussi à bâtir un avantage concurrentiel qui est plus durable que celui de Jacob. Et c'est beaucoup, vous irez voir, dans la modernité de la relation avec le client, dans un design, dans une espèce de ciblage assez précis, et puis de grande innovation dans la façon d'interagir avec les clients dans cette cible-là. Ce que Jacob a eu du mal à faire, on va le voir. Ce n'est pas la première fois que Jacob a des problèmes. En 2010, Jacob s'était déjà placé à l'abri de ses créanciers après avoir enregistré des pertes de 45 millions de dollars en 3 ans. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils ont un problème. Et depuis 2010, il y avait des choses qui avaient été faites en termes de stratégie. Donc des choses en matière de positionnement, notamment privilégier des looks plutôt que des achats à la pièce. Donc, privilégier les looks, c'est l'idée de vendre au client pas simplement un vêtement, mais un ensemble de vêtements qui lui donne un look. La mise en valeur de vêtements faite au Canada, la campagne publicitaire, le lancement d'un site transactionnel, la politique de non-retouche de la forme des mannequins qui, bref, ont rentré dans la culture ou pour l'image corporelle saine et diversifiée, etc. Donc ils ont travaillé le positionnement, ils ont travaillé l'image de marque. Ils ont travaillé aussi les ressources. Ils ont réduit les effectifs au siège social, ils ont réduit le personnel pour réduire les coûts, ils ont fermé le tiers des magasins, ceux qui étaient les moins rentables, là aussi pour réduire les coûts, ils ont négocié des nouveaux financements, donc ils ont à la fois réduit les coûts en fermant des choses et en licenciant, et à la fois ils ont négocié des nouveaux financements, ce qui leur a permis d'accéder à des nouvelles ressources. Et puis dans la mise en œuvre des ressources, ils ont aussi travaillé sur un certain nombre de choses, la simplification de leur organigramme, la renégociation des baux de leur magasin, ce qui leur a quand même fait économiser plus de 8 millions de dollars. Ils ont donc renégocié avec les créanciers, puis ils ont identifié des boutiques qui étaient moins rentables, c'est celles qu'ils ont vendues, et puis ils ont formé des vendeuses.
Donc on ne peut pas dire qu'ils sont restés inactifs. Alors, qu'est-ce qui explique qu'ils n'aient pas réussi? Un peu de benchmarking peut aider à comprendre. Donc, Oxford Industries est une des grosses entreprises américaines du secteur. Dans un de leurs rapports stratégiques, ils expliquent que ce qui fait que dans ce contexte d'hyperconcurrence où les choses évoluent très rapidement, pour réussir, il faut rester innovant et proposer des produits plus sophistiqués, meilleurs, plus attractifs. Donc la notion d'innovation, de nouveauté est fondamentale pour réussir. Et pour réussir, il faut être niché dans ce secteur d'activité-là. Donc on peut pas viser tout le monde quand on est petit. Il faut donc avoir un segment de clientèle plutôt réduit qu'on connaît bien. Et le connaissant bien, on va pouvoir se distinguer à travers le prix qu'on offre, l'expérience client qu'on offre, la qualité des produits, du design innovant, etc., etc. Et tout ça, ça nécessite évidemment de bien connaître ses clients. Dans une entrevue en novembre 2011, la fille du fondateur de Jacob donne un petit indice sur pourquoi ça ne marchait pas. Elle dit on ne faisait pas d'études poussées sur le sujet. Quand elle parle du sujet, elle dit cibler les besoins de la clientèle. Dit autrement, Jacob n'a pas fait l'effort qui est un facteur clé de succès du secteur, qui est de vraiment connaître très précisément les attentes de ses clients, ce qui permet parmi tous les clients potentiels d'en choisir quelques-uns et donc de bâtir une proposition de valeur qui va répondre plus spécifiquement à leurs attentes et ainsi bâtir un avantage concurrentiel. Et au final, Jacob a vieilli, s'est un peu décalé, s'est retrouvé dépositionné sur son marché. Pensez-y, quand vous pensez design, mode, innovation, est-ce que vous associez le nom de Jacob à ces adjectifs-là? Ce n'est pas la première idée qui vient. Donc dit autrement, si je résume tout ça, Jacob sur le marché de la vente de détail de vêtements s'est retrouvé dans un marché hyper concurrentiel avec des clients dont les comportements de consommation évoluaient, dans un marché où le web s'est mis à capter de plus en plus de ventes, où des concurrents étrangers sont arrivés, et pour être capable de survivre dans cet environnement-là, dans le groupe stratégique qui était le sien, au milieu des petites chaînes spécialisées de vêtements, Jacob n'était pas assez spécialisé, n'était pas assez innovant, et donc n'a pas joué le jeu de ses concurrents directs. Pas assez gros pour baisser les prix, pas assez innovant, pas assez spécialisé sur une niche pour se battre face aux entreprises du même groupe stratégique qu'elle. Et donc, malheureusement, c'est ce qui arrive quand on n'est pas capable d'évoluer, c'est une entreprise qui est morte. Et une entreprise, ça a une vie, hein, donc ça se développe, c'est mature, puis si on laisse les choses aller, ça finit par mourir. Le gros travail qu'il y a à faire en stratégie, c'est d'anticiper les choses pour être capable de bâtir des capacités qui vont permettre en continu à l'entreprise de s'adapter à son environnement. Et on voit que, en ne faisant pas l'effort de bien comprendre les attentes de ses clients, Jacob se privait d'une source d'information primordiale pour imaginer des solutions profitables pour le futur. Si vous avez des questions, des remarques sur cette actualité, n'hésitez pas à les partager sur le forum du cours.